Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Un projet, 4 pays. La Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie, tous membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le très ambitieux projet, c'est 1677 km d'interconnexion. Ce sont 402 gigawattheures de productibles. 8 partenaires techniques et financiers accompagnent le projet pour un montant de 1,2 milliard d'euros de financement pour 18 contrats signés avec 7 constructeurs. À côté, il existe 90 000 hectares de potentiel irrigable. Les travaux seront exécutés sur une période de 42 mois alors que l'interconnexion sera effectuée sur près de 2 ans. Je réitère, au nom du président de la République, son engagement ferme ainsi que celui de son gouvernement pour notre organisation et notre sous-région à tout mettre en œuvre pour la résolution de la gestion énergétique. Les travaux du poste de l'INSAN constituent le cœur de cette interconnexion. Plusieurs régions seront couvertes, indique le ministre de l'Énergie. Ce réseau-là, donc, qui va alimenter la Haute-Guinée, ce réseau va alimenter la Guinée forestière également. Le réseau passera à côté de toutes les centrales déjà étudiées. En plus des barrages qui fonctionnent déjà, si le projet Soit Petit va à son terme, la Guinée pourrait vendre de l'énergie à certains pays de la sous-région. Mais en période d'étiage, le pays peut en acheter avec les États voisins, d'où l'importance du réseau. La Guinée pourra acheter de l'énergie à partir de la Côte d'Ivoire qui produit de l'énergie à partir du gaz des centrales thermiques à Abidjan qui produisent jusqu'à 500 voire même plus de mégawatts d'énergie qui peut être vendue en Guinée. Donc c'est le va-et-vient, acheter ou vendre. Déjà, les entreprises minières se positionnent pour se faire enregistrer pour éventuellement acheter l'énergie pour le fonctionnement de leur société. C'est un programme de constitution et de sécurisation des domaines et réserves foncières de l'État qu'a entamé le ministère de la Ville depuis mai dernier. À ce jour, 45 000 hectares sont immatriculés et sécurisés avec des titres fonciers disponibles. Par le passé, c'était difficile pour l'État aujourd'hui de dire que ceci m'appartient, parce qu'on n'avait pas d'immatriculation en ce qui concerne le domaine foncier. Alors quand on voudrait faire un hôpital ou faire une école, ou faire un commissariat ou un marché, on est obligé d'aller négocier avec les populations alors que l'État a ses propriétés. J'ai dit aujourd'hui que ce travail qui est fait, ce programme du président de la République, initié par le président de la République, est un aspect extrêmement important parce que ça nous permet, nous aujourd'hui, aux populations, aux gouvernants, de savoir qu'est-ce qui est pour l'État. Et pour faire un investissement, on n'a plus besoin d'aller demander pardon, d'aller négocier, faire tomber sur quelqu'un. On a des propriétés aujourd'hui qui sont sécurisées. Une équipe doit se rendre à partir d'aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national pour poursuivre la seconde phase du projet qui va durer 2 mois. Au-delà de faciliter l'implantation des investisseurs, l'inventaire des réserves de l'État permet de lutter contre la corruption dont se rendent coupables certains cadres de l'administration, mais surtout pallier aux problèmes liés aux titres fonciers. Monsieur le Président de la République a été clair et précis en la matière. Faites en sorte que les administrateurs territoriaux ne soient pas des gestionnaires fonciers. Nous avons envoyé des messages à tous les administrateurs territoriaux, gouverneurs, préfets, sous-préfets, n'est-ce pas, et que sais-je encore, pour leur dire, attention, nous avons un service de l'État, un service de la République qui est responsable de ce domaine, appuyez-les à faire leur travail sur le terrain. 13 406 hectares des îles de l'Os sont immatriculés et sécurisés. Cet atelier de sensibilisation vise à renforcer les capacités des comités préfectoraux de suivi du plan de gestion environnementale et sociale. Cette rencontre de BOFA a regroupé pendant 2 jours les élus locaux, les jeunes, les femmes et les entreprises minières évoluant dans la zone. La République de Guinée est partie prenante de plusieurs conventions, traités et accords internationaux sur l'environnement dont la plupart consacrent, depuis la conférence de Rio en 1992, le concept de développement durable. Aussi, le pays s'est-il engagé à intégrer au niveau national les préoccupations environnementales, non seulement dans ses stratégies de développement du secteur minier, mais encore et surtout dans sa législation environnementale et minière.
Au cours de cet atelier, plusieurs thèmes ont été développés. Il s'agit de la surveillance environnementale, le concept de l'évaluation du plan de gestion environnementale et les échanges d'expériences des entreprises minières comme Alufer et Rio Tinto. Les plans de gestion environnementale qui ont été élaborés par les projets au niveau de l'ère jeune d'intervention soient suivis de près et que les projets miniers qui interviennent respectent l'intégralité de la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale. Nous attendons le transfert de connaissances. Ils doivent transférer ce qu'ils ont appris en salle ici aux différentes autorités locales qui ne sont pas venues et aussi aux populations des zones impactées par les projets miniers. À l'image de Bouquet, les participants se disent désormais outillés sur les suivis et évaluations du plan de gestion environnementale et sociale. Ils promettent d'engager des journées de sensibilisation dans leurs localités respectives. C'est l'information et la sensibilisation de la communauté sur ce que nous devons faire sur le plan de la protection de l'environnement et surtout le respect des plans de gestion environnementale et sociale des sociétés minières. Les préfectures de Bouquet et Bofa ont été les premières bénéficiaires de cette sensibilisation des acteurs sur la gestion des enjeux environnementaux et sociaux dans ces zones minières. Le Nord, région de cœur d'Abdoul Razaki Camara. C'est ici qu'il a grandi lors de son arrivée en France dès l'âge de 8 ans et c'est également ici qu'il a décidé d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Après l'annonce choc de la fin de sa carrière, précipitée à seulement 28 ans par une malformation cardiaque, l'ancien joueur du Scilly National se repose et espère ouvrir de nouveaux projets. En attendant, nous l'avons rencontré chez lui. Voici tout de suite un extrait de cette interview exclusive au micro de Louis Decroix. Dans ma tête, c'était bon, c'est quoi cette blague, cette mauvaise blague. Donc voilà, maintenant ils m'ont dit stop et c'est comme ça. Tout au début, ça a été difficile quand je faisais les tests quand même, parce que voilà, je voulais vraiment pas arrêter, j'étais déterminé. Et quand les médecins m'en parlaient, je disais non, je préfère encore jouer, je préfère mourir. Je disais ça, je préfère mourir sur le terrain, je m'en fous, je veux vraiment jouer parce que c'était toute ma vie. Mais après mûre réflexion, je dis non, j'aurais continué, ça aurait été une grosse bêtise. De l'émotion, mais aussi beaucoup de fierté. Voilà ce que l'on a ressenti après l'avoir rencontré pendant une bonne quarantaine de minutes. Interview à retrouver très vite dans l'émission Tout Foot et plus largement sur Espace TV. En attendant, Abdoul Razaki Camara se laisse des options pour l'avenir. Il consulte notamment des acteurs du football, des gens qu'il a connus tout au long de sa carrière, avant de prendre une décision sur son futur. Karim Baldé avec Louis Decroix à Arras pour Espace TV. Prendre la pose pour un photographe est devenu une habitude pour Lies Alouane. Depuis qu'il a commencé à témoigner contre les violences homophobes, cet habitant de Gennevilliers, en banlieue parisienne, est devenu un porte-parole qui s'assume et tient à faire entendre ce qu'il subit, selon lui, plusieurs fois par semaine. Insultes, crachats, jets de bouteilles. Depuis qu'il a posté il y a 2 ans une photo de lui avec son petit ami sur les réseaux sociaux, il dit vivre un enfer dans sa ville et entend briser les tabous. Aujourd'hui à Paris, on peut assumer, on peut visibiliser son homosexualité. Mais on a quand même une petite pensée dans notre tête, un petit truc qui nous dit qu'on est susceptible d'être agressé. En banlieue, on est vraiment en arrière dans le temps, pas au Moyen-Âge, pas loin, mais c'est tabou, c'est interdit de révéler son homosexualité. C'est une homophobie, bonsoir. Il a été, entre parenthèses, traité de PD par l'un de ses collègues. Une permanence comme celle-ci, l'association Stop Homophobie compte en ouvrir une en décembre, à Gennevilliers. Sa première en banlieue parisienne. Il a quel âge ? Il faut absolument déposer plainte. Et s'il ne peut pas le faire, il peut nous mandater, nous le ferons à sa place. Donc il faut déposer plainte. Vraiment. Il ne faut pas laisser passer. Notre permanence est importante et à qui s'adresse absolument tout le monde des banlieues, pas uniquement Gennevilliers. Parce qu'il n'y a pas que Gennevilliers, il y a les proches banlieues, etc. Et je peux vous assurer qu'on en reçoit de Bobigny, on en reçoit d'Argenteuil. Il y a eu 3 agressions près de Parisis, etc. Donc je vous assure qu'on a beaucoup de demandes. Pour le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, l'ouverture de la permanence est un grand pas,
même s'il tient à éviter toute stigmatisation de la banlieue et de sa population. Et la spécificité de la banlieue, c'est que contrairement à Paris, il n'y a pas d'anonymat. On se connaît les uns les autres. C'est la différence entre les très grandes villes et des villes qui ont aussi des relations humaines et qui ont des liens sociaux. Et certainement qu'on a les mêmes problèmes à Gennevilliers que dans mon village en Normandie, où il y a 800 personnes, et que je peux vous dire que d'être homosexuel dans ce village-là, vous n'êtes peut-être pas agressé physiquement, mais certainement vous allez habiter dans une grande ville ensuite. Son combat pour faire bouger les lignes, l'IS compte bien le continuer. Depuis le début de l'année, Stop Homophobie a recensé 1200 agressions physiques homophobes en France, bien au-delà de la banlieue parisienne.